On accueille maintenant Carole Limer. Carole est animatrice territoire, filière et restauration collective au sein d'Adabio. L'Adabio, c'est le groupement des producteurs bio de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et le travail de Carole, c'est d'accompagner les collectivités à élaborer des politiques publiques agricoles et alimentaires résilientes et inclusives grâce à l'agriculture biologique. Donc, elle va présenter un panorama des leviers pour une collectivité pour l'installation en bio et en agroécologie. Carole, à toi la parole. Bonjour à tous. Alors, juste une petite précision, c'est bien l'installation en agriculture biologique. L'agroécologie, c'est finalement une modalité dans l'agriculture biologique, mais l'agriculture biologique, elle se pratique de plein de façons. Et à l'Adabio, on essaye de les représenter toutes et de pas uniquement être sur l'agroécologie. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de faire un petit peu un tour de tout ce qui a été fait en France. Donc, en fait, Adabio, c'est le groupement des agriculteurs bio de l'Isère, de l'Ain et de Savoie, mais on est intégré dans une fédération régionale et dans une fédération nationale de l'agriculture biologique. Donc, on a des équivalents un petit peu partout, ce qui nous permet d'avoir des exemples d'applications concrètes, de se rendre compte sur le terrain de ce qui a pu être fait sur les territoires. Donc, j'ai essayé de prendre un condensé de tout ça pour vous donner des exemples et des leviers concrets à la disposition des collectivités. Donc, on y va. On commence d'abord par pourquoi favoriser l'installation en agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique, comme je le disais, elle prend plein de formes différentes. Le seul point commun aujourd'hui qu'elle a, c'est le cahier des charges agriculture biologique, qui interdit notamment le recours aux phytosanitaires de synthèse, par exemple. Et donc, on peut aujourd'hui identifier un certain nombre d'externalités positives de l'agriculture biologique. Alors, ça ne veut pas dire que l'agriculture conventionnelle n'a pas d'externalités positives, mais justement, pour étayer tout ça, l'ITAB a fait une étude en essayant de chiffrer un petit peu les externalités positives de l'agriculture biologique. Je vous invite à en prendre connaissance, c'est très intéressant. Ça permet de vraiment discuter de l'impact environnemental de l'agriculture de manière générale sur les territoires. Et notamment, on voit quand même qu'en agriculture biologique, par exemple, on utilise 3,5 fois moins d'antibiotiques parce que dans le cahier des charges, on n'a pas le retour aux on utilise les antibiotiques, mais uniquement après que l'animal soit malade et pas en prévention, par exemple. Voilà, donc ça va être des exemples concrets de pourquoi favoriser l'installation en agriculture biologique, et vous en avez tout un panel donc dans ce document de l'ITAB. Et donc, il y a un vrai impact pour l'environnement et ensuite pour le coût du consommateur, puisque par exemple, l'eau va se retrouver moins polluée. Et donc, on sait qu'il y a tout un tas de politiques publiques qui visent à installer une agriculture moins polluante sur les zones de captage, par exemple. L'agriculture biologique sur les territoires aussi. Alors attention, c'est pas le cas de toutes les productions, mais en tout cas sur certaines productions, ils ont beaucoup plus recours aux circuits courts et on va retrouver des fermes qui vont être diversifiées. Et ça, c'est intéressant pour la résilience de mon territoire et notamment l'adaptation aussi au changement climatique, puisque certaines productions vont être très impactées, on va avoir plus de mal à maîtriser les éléments, et donc plus on est diversifié et plus on fait plus de choses, et plus ça va être facile de s'adapter, et plus le territoire va être riche en fait. On va avoir de la transformation un peu partout, et on aura plein d'activités un peu partout, et donc on sera plus obligé de faire des kilomètres pour trouver tel produit. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je passe assez vite, puisque je ne sais pas très bien quel est le niveau d'information que vous avez, mais on pourra en reparler ensuite. Et la dernière chose sur favoriser l'installation en agriculture biologique, si on peut retourner sur le slide précédent, voilà, répondre à un besoin, puisque Étienne Escalier était un bon exemple ce matin du nouveau profil des porteurs de projets. Ils n'ont pas forcément de réseau, ils n'ont pas un background, ils ne viennent pas du monde agricole, et pourtant les nouveaux porteurs de projets de plus en plus veulent s'installer en agriculture biologique. Donc c'est une vraie demande de leur part. Il y a une demande des citoyens, ça on le sent, les chiffres de la consommation de toute façon parlent tout seuls, mais il y a aussi donc les pouvoirs publics avec la loi Egalim et l'objectif de l'Europe d'avoir 30% de surface agricole utile biologique d'ici 2030. Donc, c'est un vrai mouvement global à accompagner. On peut passer à la slide d'après, donc les freins. Donc, j'en reparlais, les profils des porteurs de projets. Donc, les NIMA sont les personnes qui ne viennent pas du tout du monde agricole
Et ces personnes-là, elles n'ont pas de connaissance de l'écosystème agricole. Et par écosystème, j'entends certes les agriculteurs en place qui pourraient avoir des terres à céder, mais pas que. Aussi les CUMA, les coopératives, c'est tout un monde vraiment, c'est tout un écosystème agricole et ça prend un peu de temps pour s'y insérer, pour comprendre qui fait quoi, pour comprendre les obligations qui sont particulières. Créer une ferme, c'est pas comme créer une entreprise. Il y a vraiment des règles qui sont propres au milieu agricole et ça demande un certain temps pour se les approprier. Et il faut vraiment pas le sous-estimer. Et le deuxième frein, c'est le manque d'expérience. Et ça, il y a certes des formations, mais je voulais faire un petit zoom sur les espaces tests agricoles dont on a parlé précédemment. Donc, il y a un réseau des espaces tests, je l'ai vu passer dans les échanges. En Isère, il y en a un sur la zone de Saint-Marcellin, à Chattes. Et il me semble qu'il y en a un en construction à l'ADR. Et en tout cas, ce sont des structures qui permettent aux personnes de se tester. Alors, on en a vu de plusieurs formats, nous, au niveau de la France. Il y en a qui permettent à un jeune de s'expérimenter quelques années avant de s'installer, le temps de trouver une terre, etc. Mais on peut aussi imaginer des espaces pour un producteur qui serait, par exemple, en conventionnel, qui aimerait passer à l'agriculture bio, ça l'intéresse, mais il ne peut pas passer sa production directement. Le risque est vraiment important. Ça peut être une période aussi de transition où il va expérimenter des pratiques sur une partie de ses productions. Et une fois qu'il a trouvé le bon itinéraire technique, il va pouvoir l'importer et passer son système en agriculture biologique. On a vu notamment dans le nord de la France que ça fonctionnait très bien et ça permet d'enlever un petit peu le risque que peut représenter un passage à l'agriculture biologique. Produire en AB, alors on peut rester sur la slide précédente. Produire en agriculture biologique, quelle formation? Alors pourquoi la formation est importante? En agriculture biologique, on va pas avoir recours à des intrants chimiques. Donc, ça veut dire qu'il faut redoubler d'imagination, il faut aller chercher des nouvelles techniques, il faut s'adapter à son environnement. Et il y a un besoin technique, de formation technique qui est très important. Donc, ça aussi, quand on veut s'installer en agriculture biologique, il faut vraiment avoir une formation technique, des compétences techniques importantes. Et aujourd'hui, il y a finalement 30% des formations à l'échelle de la France qui ont une vraie dimension sur l'agriculture biologique. Et il y a un label qui existe qui s'appelle Formation à orientation agriculture biologique. Sur l'Isère, aujourd'hui, il n'y en a pas qui ont ce label-là. Donc ça aussi, c'est un levier qui peut être intéressant parce que finalement, même si on a l'envie d'installer des personnes en agriculture biologique, si elles ont l'envie mais qu'elles n'ont pas les compétences techniques, ça va poser aussi un problème. Et donc, on a vu des PAT sur des territoires avoir une vraie action sur la formation, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, la protection des sols. On parlait des friches tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important que les collectivités s'emparent du sujet foncier. Et je pense que les interlocuteurs qui suivent pourront en parler peut-être plus longuement. Mais pour s'installer en agriculture biologique, il faut que le sol puisse l'être. Il faut que techniquement, le sol puisse l'être. Et donc, c'est important de conserver le sol et de le laisser pour qu'il reste techniquement apte à l'agriculture biologique. Donc, il faut se saisir en tout cas du foncier. Mais je n'insiste pas là-dessus parce que les interventions précédentes en ont bien parlé. Voilà, donc maintenant place au levier. Et donc, les leviers à actionner, ce sont différentes actions qui se sont passées donc un peu partout sur le territoire et que j'ai trouvé intéressantes de vous présenter parce qu'il y en a vraiment qui agissent à tous les moments de l'installation et de la transmission. Donc, le premier, c'est susciter des vocations. Ça peut paraître anecdotique et les collectivités peuvent se demander si c'est vraiment leur rôle. Mais en fait, on a vu pas mal de territoires justement soutenir ou même être à l'initiative de cette partie. Donc, susciter des vocations, ça veut dire faire baisser un peu les clichés, les a priori qu'on peut avoir sur le métier d'agriculteur. Donc pour cela, on a le réseau des fermes vitrines. Donc il se trouve que nous, au sein du réseau de l'agriculture biologique, on a un certain nombre de fermes vitrines qui sont des exemples, entre guillemets, de l'agriculture biologique. On en a pas mal sur le territoire du PAIT, justement. Et ça permet de faire des visites. Ça permet aux agriculteurs qui s'intéressent, qui se posent des questions, d'aller voir ces fermes et de baisser un petit peu les a priori qu'ils peuvent avoir, d'échanger avec les exploitants. Structurer les débouchés.
Ça paraît évident, mais c'est un levier très, très puissant qui est à disposition des collectivités. Donc, il y a la loi Egalim avec la collectivité. Mais c'est pas que ça, structurer les débouchés. Ça va aussi être créer des outils collectifs. Ça va aussi être créer des marchés. Ça va aussi être soutenir aussi des différentes filières peut-être plus longues, créer des CUMA, etc. Il y a différents moyens de structurer les débouchés. Coordonner les acteurs de l'emploi et de la formation, ça on l'a vu aussi, mettre les personnes ensemble, favoriser en fait l'expérience. Il faut que les personnes qui s'installent, les porteurs de projets, ils acquièrent de l'expérience. On ne peut pas passer juste de la formation à l'installation, surtout si on ne vient pas du monde agricole. Et donc ça peut être intéressant d'avoir un endroit, comme un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être plus spécifique sur les acteurs de l'emploi et de la formation, créer un échange et petit à petit construire ensemble les outils pour réellement pouvoir susciter des installations. Et enfin, piloter une campagne de communication. En Bretagne, ils ont une campagne qui s'appelle « Je deviens éleveur bio », qui est pilotée par le réseau bio et la Chambre d'agriculture. Et ils ont mis des images d'éleveurs dans leur activité. Et juste à côté, ils ont l'image de l'éleveur chez lui, qui fait une activité sportive, un loisir, etc. Et l'idée, c'est de montrer que, certes, être éleveur, il y a des contraintes et c'est difficile, mais pour autant, il est tout à fait possible d'être éleveur et d'avoir une belle vie, entre guillemets. Donc, c'est une campagne assez innovante qui permet de rendre ce métier un peu plus désirable pour ceux à qui ça ferait peur. Ensuite, on va parler d'accompagner l'installation. La mise en place du réseau de parrainage, ça, je sais pas, je suis curieuse d'avoir l'avis d'Étienne Escalier sur le sujet, mais il me semble que c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui nous prend sous son aile, à qui on peut poser toutes les questions, et ça va vraiment aider à pouvoir s'installer, à être inséré dans le réseau. Quand on parle à des exploitants, souvent on entend qu'ils ne veulent pas céder leur ferme comme ça, ils veulent connaître la personne, ils veulent connaître le projet. C'est pas juste ils cèdent et ils passent à autre chose. Et donc c'est important d'être dans ce réseau, de créer de la confiance. Ça va vraiment faciliter, et ça c'est tout à fait possible pour une collectivité, de soutenir la mise en place d'un réseau de parrainage entre les agriculteurs de son territoire et les porteurs de projets. La création d'un espace test, donc on en a parlé. La création d'un espace test, c'est aussi important pour aller sur des productions qui sont un peu moins faciles d'accès, mais ça on en reparlera. Et donc financer du temps de formation. J'ai l'exemple d'un territoire qui a mis en place un certificat avec Pôle emploi qui permet d'avoir 390 heures d'expérience sur le terrain. Donc la personne est prise en charge pendant tout ce temps et elle va pouvoir aller sur des exploitations et s'expérimenter. Donc là aussi, c'est très, très important et ça enlève un vrai frein. Et 3, connaître son territoire, ça paraît évident comme ça, mais en fait, ça l'est pas. Nous, on accompagne au quotidien beaucoup de collectivités qui veulent installer des porteurs de projets. Et souvent, on se rend compte que les porteurs de projets, ils s'installent dans des productions assez rapides, type maraîchage ou petits fruits. Et par contre, il y en a beaucoup moins sur des grandes cultures, sur de l'élevage. Alors que si on étudie un petit peu son territoire, on se rend compte que les fermes qui vont être accédées, elles sont souvent sur ces productions-là. Donc, on disait tout à l'heure, il faut connaître les agriculteurs qui vont céder. On sait à peu près les chiffres. Souvent, on entend, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir. C'est vrai. Mais par contre, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail en se demandant quel type d'exploitation ils vont céder, quel est le montant du capital qu'ils vont réclamer. Puisque là aussi, reprendre une exploitation en maraîchage, c'est pas du tout le même coût d'entrée financièrement que reprendre une exploitation en élevage. Et donc, les outils à disposition ne vont pas être les mêmes. Donc, si vous êtes une collectivité et que vous vous demandez comment vous pouvez accompagner, il faut vraiment rentrer un peu dans le détail des différentes productions et les outils seront différents. Organiser des rallyes de ferme à céder. Il y a plusieurs territoires en France qui le font. Sur une journée, les porteurs de projets vont visiter différentes fermes qui sont à céder et même des cédants entre eux. Ils appellent ça un rallye, voilà, c'est assez ludique, mais ça permet d'aller directement sur les fermes, de créer du lien, de mettre en commun les exploitations et de recenser un petit peu aussi les freins et les craintes des exploitants. Et donc là aussi, participer à la veille foncière. Je ne reviens pas dessus, je pense qu'on en a bien parlé et on en reparlera tout à l'heure dans le programme. Et je voulais finir par un zoom sur 5 leviers d'action concrets.
Les obligations réelles environnementales, c'est un contrat que vous pouvez passer avec un propriétaire sur votre territoire. Donc, la collectivité va passer le contrat avec le propriétaire et dans le contrat, ils vont mettre des obligations réelles. Ils se mettent ensemble et on se met d'accord. On se met d'accord ensemble sur la nature des obligations. Et l'idée, ça va être de préserver, par exemple, la biodiversité. Donc, ça peut être dans tous les sens. Soit on empêche de faire un certain nombre de choses, ou soit on oblige de faire un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ces ORE, avant, elles étaient mises en place justement pour récupérer des choses qui avaient été détruites. Et là, depuis 2 ans, on voit qu'elles sont mises en place vraiment pour protéger des choses. Donc, on entre vraiment dans ce pourquoi ça a été conçu, protéger la biodiversité, protéger tel territoire. Et en contrepartie de ces obligations, il y a un abondement. Donc, ça peut être un accompagnement technique, ça peut être financier, mais c'est un vrai contrat entre 2 parties. Relocaliser l'approvisionnement de la restauration collective. Donc, la loi Egalim oblige à avoir 50% de produits labellisés SICO et 20% de produits bio dans les cantines. Déjà, aller vers ce mouvement-là et remplir déjà ces chiffres-là, ça permettra de stimuler la demande et de stimuler les débouchés de manière très forte. Et dans la mesure du possible, aller sur du local, puisque ça, la loi aujourd'hui parle uniquement de la qualité des produits et des types de production, mais pas du local. Et donc ça, c'est vraiment le levier le plus facile à actionner pour les collectivités, stimuler ces débouchés-là. Acquérir des terres. De plus, on a eu l'exemple de Terre de Liens, mais ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs exemples sur le territoire qui le font. Et ensuite, installer des producteurs. Et là, encore une fois, je reviens sur bien connaître son territoire. Installer un maraîcher qui va nourrir sa restauration collective, c'est un modèle qu'on voit beaucoup et c'est bien, ça marche bien et il faut le faire. Mais il faut aussi avoir conscience et connaissance des filières dont on va avoir besoin et pas uniquement installer des maraîchers. Il faut aussi accompagner l'installation d'éleveurs, l'installation de personnes en grande culture. C'est parfois un peu moins facile d'accès, mais justement, tout est là. L'intérêt des collectivités est très important ici. Les AP et les PAEN pour une protection de long terme. Donc, on a parlé du SCOT tout à l'heure. Les AP et les PAEN, ils viennent par-dessus les SCOT et notamment le PAEN pour lever. Donc, le PAEN va identifier des zones et il va dire cette zone-là, elle est agricole et on n'y touche pas. Et pour lever cette interdiction-là, c'est une autorisation préfectorale. Donc, c'est une contrainte très importante. Donc, c'est une protection supplémentaire si on veut limiter l'artificialisation des sols. Et je pense que ce qu'on retient du début de cette matinée, c'est que vraiment la priorité numéro 1, c'est arrêter l'artificialisation des terres. Il faut conserver nos terres agricoles. Je sais que sur le territoire donc, du PAIT, il y a des PAEN qui sont en train de se mettre en place et c'est vraiment un outil très puissant qui permet de protéger dans la durée. Et ensuite, la mise en place d'incitations financières et de bonification. Donc ça, j'imagine que, en tout cas, si vous êtes une collectivité, vous le savez déjà que vous pouvez inciter financièrement, mais on est contraint par les minimis. Et en revanche, on a des exemples de collectivités, plutôt que d'avoir une incitation aux porteurs de projets ou à l'exploitation, ils ont fait des incitations financières au CUMA, par exemple, et aux outils de transformation. Et là, du coup, on est hors minimi et ça permet d'avoir des incitations un peu plus importantes et avoir accès à une CUMA quand on est sur des productions qui nécessitent de l'investissement en matériel. Puisque pour ceux qui auraient moins de connaissances du monde agricole, quand on est en maraîchage, par exemple, si on est sur une petite surface, on va moins avoir besoin de matériel très lourd et très cher. Alors que sur d'autres productions, tout de suite à l'entrée, il faut du matériel. Et donc, la CUMA va être un lieu, c'est la CUMA qui va acheter le matériel et on va se le prêter entre agriculteurs. Et donc, les CUMA, c'est des structures très importantes pour avoir un territoire agricole dynamique. Ça va aider les jeunes à s'installer sans avoir beaucoup d'investissement, en tout cas un peu moins, mais c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange. On commence par la CUMA et puis après on se rencontre et après on fait des projets collectifs. Et donc, pensez à ça quand on est une collectivité, pas uniquement avoir des incitations directement sur l'exploitation, mais aussi parfois créer des outils de transformation. Il y a aussi des territoires en Isère qui le font. Mais je voulais vous en parler. Voilà pour ce panorama. Ouais. Ah ben voilà, c'est la fin. Ouais.
Merci beaucoup pour cette présentation. Tu évoquais Étienne Escalier là, pour avoir son avis. Malheureusement, il nous a quittés parce que c'est la période des foins, il est très occupé. Il ne pourra pas répondre à la question. Et par contre, on a une question de Rémi Bachet. Est-ce que vous voulez poser la question avec le caméra et micro? Oui, bonjour. En fait, c'était juste de savoir tous les exemples que vous citez, enfin les pistes que vous évoquez, vous appuyez sur des exemples très concrets apparemment, et ce serait intéressant en fait d'avoir accès à ces exemples. Oui, alors je peux vous les envoyer directement, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le site de la FNAB qui s'appelle Produire Bio. Et quand vous allez dans le menu Comment agir, il y a une section qui s'appelle Favoriser les installations en bio. Et vous avez vraiment les exemples concrets. Après, il y a 2-3 exemples que j'ai pris en interne sur le réseau. Je pourrais peut-être alimenter, enrichir mon PDF là ce midi avec les exemples concrets. Comme ça, quand on vous enverra la préparation, vous aurez les réponses. Parce que ça va. Du coup, c'est là-dessus, enfin, sur un territoire, moi j'habite le Trièves, et je me dis, voilà, avoir des exemples, les exemples sur lesquels on peut s'appuyer, peut-être éventuellement prendre contact avec eux, ça peut nous intéresser. Voilà. Ouais, tout à fait. Je ferai la liste. Merci. Merci. Une autre question, qu'est-ce que la ZAP? Quelle différence avec le PAEN? C'est une excellente question. La ZAP, alors je ne suis pas experte encore du sujet, mais la ZAP concerne uniquement les espaces agricoles et les PAEN, c'est agricole et environnemental et les zones naturelles. Donc le PAEN peut se faire à une échelle un peu plus grande et ce n'est pas uniquement les espaces agricoles. Si vous voulez, je prendrai 3 minutes pour expliquer ça dans l'intervention programmée tout à l'heure. Merci. Très bien, très bien. On a ensuite peut-être une remarque de Laure Dallaglio. Donc je lis la remarque. Disait pour les marchés publics, il y a des astuces pour contourner le critère géographique. Par exemple, la technique de l'allotissement qui permet à des petits producteurs de répondre plus facilement, voire d'éviter de lancer une offre de marché public dans certains cas. Et le critère empreinte carbone minimale, donc moins de transport. Voilà pour les pistes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, question. Moi je veux bien, si c'est possible, je veux bien revenir sur cette question-là parce que finalement, il semblerait que le bio dans les marchés publics, on arrive à l'effet contraire, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne favorise pas du tout le local. Vous dites ça d'expérience ou? Oui. Ok, alors nous du coup, donc à l'ADABio, on accompagne opérationnellement la rédaction des marchés publics pour correspondre à la loi Egalim. Et donc nous, quand on est sollicité pour un accompagnement, c'est généralement qu'il y a une volonté d'aller sur du local. Donc on a moins cette expérience-là. Et effectivement, je pense que l'allotissement, c'est une excellente remarque, puisque effectivement, en fait, tout va dépendre de la façon dont le cahier des charges est rédigé. Si le cahier des charges demande des choses, voilà. Donc en fait, l'important, donc c'est tout à fait possible de favoriser le local, mais par contre, ça nécessite de prendre vraiment du temps pour se concentrer sur la façon dont on rédige son cahier des charges, pour rencontrer aussi ses fournisseurs potentiels et aller voir les agriculteurs en fait autour de soi, c'est-à-dire connaître les différentes productions qui existent. Il faut prendre le temps de savoir qui va être capable de répondre et de créer un allotissement en fonction qui leur permette de répondre, quitte à parfois isoler certains types de légumes. Donc vraiment, la clé, c'est connaître son territoire et connaître les contraintes de chacun. Et après, il y a un travail aussi auprès des agriculteurs, puisque l'agriculteur, en fait, quand il va livrer à la restauration collective, parfois, il peut craindre pour sa débouchée, en se disant si à la fin de l'année on refait plus appel à moi, du coup j'ai de la production en plus. Donc il y a quand même un travail de contractualisation puis de relation de confiance. Donc il faut aller les voir, il faut se rendre sur le terrain, mais en tout cas c'est tout à fait possible de travailler directement en local. On en a plein d'exemples, mais ça demande un investissement particulier, une volonté particulière de la commune. Et après, il y a certaines productions où c'est un peu plus compliqué, elles sont un peu plus tendues, mais aujourd'hui, en Isère, on a quand même une offre suffisante. Aujourd'hui, si tout le monde allait sur du bio local, on aurait quand même de quoi livrer. Et souvent, on nous dit que c'est plutôt la rédaction du marché qui va bloquer. C'est un peu ce que j'allais dire en vous écoutant, c'est-à-dire que je pense que même quand il y a des volontés politiques, et il semblerait qu'aujourd'hui il y en ait pas mal qui aillent dans ce sens-là, en interne, il n'y a absolument pas de compétences pour être en capacité à rédiger ces marchés.
et vous énumériez les leviers, et je pense qu'il y aurait un levier essentiel à mettre en place, qui est l'accompagnement des petites collectivités qui, au niveau de leur pôle d'achat, n'ont pas les compétences pour les aider à rédiger les marchés. Parce que par défaut, en fait, elles vont vers des marchés classiques et elles ne contribuent pas à augmenter la part de la production locale. Mais il me semble que le PAIT, justement, s'est vraiment bien saisi de cet enjeu-là. Et je ne sais pas si quelqu'un du PAIT veut prendre le relais, mais en tout cas… Non, mais après, c'est peut-être pas l'objet, on va pas se… Mais vous avez tout à fait raison, c'est vraiment là où ça se passe, c'est un accompagnement à la rédaction de ce cahier des charges peut vraiment changer la donne. Voilà, c'est le point de… Alors, on avait une question de Christine Auriol, peut-être, qui… Elle va compléter, peut-être. Bonjour, oui, moi j'avais alors une question et une réaction. La question, c'était avec Carole, on avait déjà discuté d'outils spécifiques peut-être pour les collectivités pour voir ce qui était possible à faire au niveau de l'accompagnement sur l'agriculture biologique. Donc j'ai pas compris si ça recouvre l'ensemble des mesures que Carole tu as présentées ou si c'était un outil un peu plus spécifique. De quel outil, pardon ? On avait discuté d'une méthode d'accompagnement pour les collectivités pour inciter au passage à l'agriculture biologique, donc de savoir si c'était un outil spécifique ou si ça regroupe l'ensemble des mesures que tu viens de présenter. En fait, ça s'appelle, ils l'ont expérimenté, ils ont même créé l'outil dans les Hauts-de-France. Ça s'appelle la carte d'analyse des territoires. Moi, j'ai été impressionnée en découvrant cet outil. En fait, c'est une méthode. C'est une vraie méthode pour une collectivité qui se fixerait un objectif d'avoir une vraie politique publique pour l'agriculture biologique. Donc, la politique publique, elle peut être elle peut mettre l'accent sur différents aspects. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas posé à la base. L'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs, de trouver les bons indicateurs. Donc, l'outil va permettre de se poser les bonnes questions et en fonction des questions qu'on se pose, de faire appel aux différents acteurs et de faire appel assez largement. Parce que c'est ce que je disais, parfois, on a tendance à investir auprès directement des exploitations, alors qu'en réalité, si on crée, je dis un exemple, une légumerie ou une conserverie sur un territoire, naturellement, on va avoir des installations du circuit court, des AMAP qui vont se créer parce qu'on aura des confitures qui auront pu être créées. C'est un exemple bête, mais ça marche vraiment comme ça. Et donc, cet outil, cette grille d'analyse des territoires, elle permet de poser l'état des lieux de l'agriculture biologique, comprendre les freins, comprendre pourquoi les agriculteurs ne vont pas vers l'agriculture biologique, puisqu'ils n'ont vraiment pas tous les mêmes motivations, pas tous les mêmes craintes, pas tous les mêmes contraintes. Et petit à petit, de dessiner une politique publique qui va permettre d'atteindre les objectifs de SAU Bio. Je sais qu'il y a des territoires du PAIT qui se fixent des objectifs assez ambitieux sur de la SAU Bio et il suffit pas de se fixer l'objectif. Après, il faut créer le plan d'action. Et et la FNAB a mis en place donc cette grille d'analyse des territoires qui est un outil opérationnel pour avoir une vraie méthodologie d'élaboration de cette politique publique. D'accord, merci. Et ensuite, je laisse Violaine et Olivier Salvetti peut-être présenter le programme que le PAIT va proposer sur l'accompagnement à la restauration collective pour répondre à la question de Dominique Pernaut. Oui, bonjour à tous. Alors, Olivier Salvetti a été obligé de nous quitter là. Il avait une urgence professionnelle, mais je peux vous apporter déjà quelques éléments sur, donc, en effet, dans le cadre du PAIT, on est en train de mettre en place un programme d'accompagnement collectif de l'ensemble des acteurs de la restauration collective, communes, mais aussi entreprises qui fournissent des repas, pour améliorer le système globalement, qui va s'adresser aux communes en gestion directe et aux communes en gestion concédée, et avec un certain nombre de thèmes, dont l'accompagnement à la rédaction du cahier des charges et à l'approvisionnement de proximité. Donc, on est en train de travailler dessus là pour recruter les prestataires qui vont pouvoir accompagner, et on espère pouvoir le mettre en place première session en octobre. Voilà. Et un programme donc d'accompagnement sur 2 ans, et on bénéficie d'un financement de France Relance pour mettre en place ce travail. Merci à tous pour vos questions. Beaucoup de témoignages dans le chat. On va garder ça et on vous en fera part après.